Il existe une impression tenace, diffuse, presque mélancolique, que beaucoup partagent sans toujours parvenir à la formuler clairement, celle selon laquelle la technologie informatique faisait davantage rêver dans les années 80 qu'elle ne le fait aujourd'hui. Non pas parce qu'elle était plus performante ou plus agréable à l'utilisation, mais parce qu'elle semblait porteuse d'une promesse plus vaste, plus ouverte, presque existentielle. Les ordinateurs des années 80 étaient objectivement très imparfaits. Ils étaient lents, onéreux, capricieux, limités dans leurs capacités graphiques et sonores. Ils exigeaient du temps, de la patience, de l'apprentissage, parfois même une certaine forme d'obstination ou de persévérance. Et pourtant, pour toute une génération, celle qui a connu la naissance de la micro-informatique familiale, ces ordinateurs ont laissé une empreinte bien plus profonde dans l'intensité et la durée que celle des machines infiniment plus puissantes d'aujourd'hui. Cette vidéo ne propose pas un retour nostalgique vers un âge d'or idéalisé, elle ne cherche pas non plus à opposer naïvement le présent au passé, elle tente plutôt de comprendre ce qui, dans notre rapport aux ordinateurs des années 80, produisait du rêve, et pourquoi ce rêve semble s'être évanoui au fur et à mesure que la technologie est devenue puissante et omniprésente, dissipée dans notre quotidien, au point d'en devenir presque invisible. Au début des années 80, l'ordinateur tel qu'on le connaît à la maison n'était pas encore un objet du quotidien. Il ne figurait pas dans la liste de nos outils et appareils omniprésents, immédiatement accessibles et utilisables. Posséder un ordinateur dans les années 80, c'était un privilège. Entrer dans un monde réservé jusque-là à la recherche, à la science, aux armées et aux entreprises. C'était avoir chez soi un objet qui appartenait déjà à l'avenir, ce que certains appellent le passage du silex au silicium. Plutôt rare, il représentait avant tout une promesse de progrès, une promesse de savoir, une promesse de maîtrise. L'ordinateur n'était pas conçu pour disparaître derrière l'usage, il se donnait à voir. Il produisait même des bruits particuliers d'un autre temps, ceux des touches du clavier, qu'ils soient mécaniques, à gomme ou à membrane, ceux de l'interrupteur ou du lecteur de disquette ou de cassette, ceux de la porteuse du modem se connectant à un réseau télématique. En revanche, il était plutôt discret du fait de sa taille et de sa ligne intégrée au clavier. Il intriguait pourtant par sa présence au pied d'un téléviseur ou d'un moniteur sur un bureau. Il symbolisait le choix et la liberté. L'informatique était très loin du modèle de standardisation et d'édulcoration que nous connaissons aujourd'hui. Il y avait autant de modèles et de spécificités qu'il y avait de marques. Elles étaient nombreuses au début des années 80. Chaque modèle portait un design, une forme, des couleurs, une identité, presque un caractère qui lui était propre. Les ordinateurs individuels se démarquaient des ordinateurs professionnels. Ils étaient bien moins austères que ceux utilisés pour le travail. Les différences entre les machines n'étaient pas seulement techniques, elles étaient culturelles, sensorielles et même affectives. Chaque ordinateur était spécifique à un marché, un pays, avec parfois une fonction clanique de distinction d'un groupe à l'autre, comme les membres d'un club ou des camarades de classe. Les possesseurs de Commodore, d'Auric, d'Atari, d'Apple, de Sinclair, d'Amstrad et bien d'autres. Allumer un ordinateur, ce n'était pas simplement se lancer dans une activité ludique ou intellectuelle. C'était à l'unir dans un univers bien distinct d'une réalité quotidienne fortement marquée par les tensions entre les deux blocs politiques que constituaient l'Occident et les pays de l'Est. Les ordinateurs des années 80 étaient une clé symbolique ouvrant les portes de l'imagination. C'était un outil davantage pensé pour la création que la productivité. Pas de connexion au monde du travail, il ne servait pas encore à nourrir le narcissisme exacerbé du genre humain au travers des réseaux sociaux. Il devait servir à se développer sans les autres. Ils n'étaient pas encore tous équipés d'une souris,
mais on trouvait déjà des tablettes graphiques et des crayons optiques pour exprimer ses talents d'artiste. Les ordinateurs des années 80 étaient pudiques, ils ne dévoilaient pas tout, ils n'en étaient d'ailleurs pas encore capables. Il était impossible pour ces machines, souvent limitées à des représentations sur 8 bits, c'est-à-dire 256 valeurs différentes, de recréer toutes les subtilités et complexités de la réalité. Alors ces machines suggéraient. Et c'est précisément dans cette suggestion que résidait une grande part de leur pouvoir de séduction et d'évocation. Quelques pixels à l'écran, et un croquis d'illustration de livres ou de bandes dessinées évoquant un paysage s'affichait sous nos yeux. Un soupçon de couleur ajoutait une atmosphère particulière à ce paysage. Au maximum, 3 voix sonores accompagnaient le tout, et dans nos oreilles déjà s'exprimait une agréable mélodie. Le cerveau était constamment sollicité pour compléter ce que les machines ne pouvaient fournir à elles seules. L'imagination faisait le reste. Elle comblait les vides laissés par la technologie. Aujourd'hui, la technologie remplit chaque case ou espace disponible. Elle est omniprésente et elle linéarise. Elle est conçue pour supprimer toute ambiguïté, toute abstraction, toute frustration. Elle tend vers une représentation parfaite, exhaustive et parfois même écrasante. Elle est aux antipodes du monde de l'imaginaire, qui se nourrit du manque et des interstices. L'imagination et le rêve, qui portent nos espoirs, ont besoin de symboles et de concepts, beaucoup plus que de détails et de précision. Les ordinateurs 8 bits ne cherchaient pas à être réalistes ou parfaits, ils évoquaient, et l'évocation qu'ils suscitaient laissait place au rêve. La micro-informatique des années 80 était submergée par les contraintes. Peu de mémoire, peu de puissance, peu de stockage, pas de sauvegarde automatique lors de l'écriture d'un listing ou d'un texte, bien utile quand une panne ou un plantage survient. Mais ces contraintes étaient techniques et non pas sociales, imposées par la société. Elles n'étaient d'ailleurs pas vécues comme des limites génératrices de frustration. Elles constituaient un cadre, une discipline et même un nouveau mode d'expression. Car pour utiliser ces machines, il fallait savoir pratiquer le DOS, le BASIC, le COBOL, le Forth, le Pascal, l'assembleur, même pour créer ou lancer un programme, avant que n'apparaissent et se répandent les premiers systèmes d'exploitation à base d'icônes et de fenêtres à partir du milieu des années 80. Toutes ces contraintes conditionnaient le travail des programmeurs, des graphistes, des musiciens, mais aussi des simples utilisateurs qui devaient composer avec la machine et non pas contre elle. Les créateurs apprenaient à exploiter chaque nouveau recoin, chaque nouvelle astuce, chaque faiblesse pour en tirer le meilleur parti. Chaque prouesse technique qu'ils accomplissaient était également visible. En effet, chaque optimisation, aussi petite soit-elle, se ressentait immédiatement à l'écran ou dans les sons produits. Aujourd'hui, la puissance est telle que l'effort et la créativité sont dissimulés ou plutôt bien peu pris en considération. La technologie informatique est devenue une éponge absorbant la complexité et le travail des créatifs. Elle les rend invisibles. Elle nous transforme en consommateurs dotés d'exigences, bien peu patients. Dans les années 80, le lien entre la machine et la création était direct, tangible, presque charnel. L'ordinateur n'était pas un objet interchangeable. On ne disposait que rarement de plus d'une seule machine à la maison. On ne l'achetait pas en se disant qu'il serait remplacé en raison de l'évolution technologique ou de l'obsolescence programmée. On vivait avec lui ce mythe presque idyllique que ce serait pour la vie. On connaissait ses défauts, ses lenteurs, ses manies, et on les oubliait. On savait comment l'ordinateur réagissait à la chaleur, à l'humidité, à l'usure.
On savait même quel bruit il faisait lorsqu'il montrait les premiers signes de plantage. Aujourd'hui, les machines sont devenues abstraites. Elles sont standardisées, aux lignes droites et épurées. Elles se ressemblent toutes beaucoup physiquement. Elles sont certes beaucoup plus puissantes, mais si impersonnelles. La partie matérielle s'efface pour donner de l'importance aux systèmes d'exploitation, les services, les réseaux et le cloud. Nous utilisons des outils extrêmement sophistiqués aujourd'hui, mais nous entretenons avec eux une relation beaucoup plus froide, distante et probablement moins patiente. Apprendre à utiliser un ordinateur prenait du temps. Beaucoup de temps, même sans avoir à apprendre le langage machine ou l'assembleur. On achetait d'ailleurs dans les années 80 une machine essentiellement pour apprendre l'informatique. La présence d'un basique intégré et la qualité de celui-ci était d'ailleurs un argument de vente, ce qui peut prêter à sourire rétrospectivement. La génération des années 80 l'a essentiellement utilisé pour jouer, bien plus que pour programmer. Et la présence d'un basique ne préjuge pas des qualités technologiques de la machine pour exécuter des programmes professionnels ou ludiques. En tout cas, ceux qui ont expérimenté les joies de la programmation, que ce soit en basique ou dans un autre langage, et les lignes de commande, savent qu'il fallait lire, expérimenter, échouer, comprendre des messages d'erreur souvent laconiques, parfois incompréhensibles sans une véritable démarche d'apprentissage, et apprendre à dialoguer avec la machine. L'ordinateur n'était pas immédiatement gratifiant. Il demandait un investissement intellectuel. Et cet investissement créait un lien avec la machine plus ou moins important en fonction du temps passé avec celle-ci. Il donnait le sentiment d'avoir dépassé une limite ou conquis quelque chose. Et dans tous les cas, d'avoir progressé. Aujourd'hui, la technologie est perçue pour être immédiate. Elle se veut intuitive, fluide, transparente. On l'utilise sans avoir lu au préalable le manuel d'utilisation. Elle ne nécessite pas de véritable réflexion préalable. Elle doit être adaptée au plus grand nombre, user-friendly, comme on dit. Mais cette immédiateté a une contrepartie. Elle supprime en effet le sentiment de dépassement et de découverte progressive. Le philosophe et designer néerlandais Kurt van Mensvoort a tenté de décrire le processus d'évolution de notre rapport à la technologie au travers d'un concept qu'il a appelé la pyramide de la technologie. Cette pyramide décrit en effet les différentes étapes par lesquelles une technologie finit par devenir totalement intégrée à nos vies, au point de ne plus être perçue, paradoxalement, comme une technologie. Au premier stade, la technologie est simplement perçue et envisagée. Elle est encore très expérimentale. Elle intrigue, elle étonne, elle peut inquiéter. Au deuxième stade, elle devient identifiable, opérationnelle, mais encore imparfaite et susceptible d'évolutions importantes. Au troisième stade, elle commence à recevoir des applications concrètes dans la société. Elle nécessite un apprentissage, une adaptation, un effort conscient. Elle est présente et bien visible. Au début des années 80, l'informatique personnelle se situe précisément à ce troisième stade. L'ordinateur est encore un objet à part, il ne va pas de soi. En pratique, il exige de comprendre son fonctionnement, ses limites, ses règles. La part d'effort de l'être humain dans son utilisation reste importante. Il attire l'attention. Il est imparfait. Il reste associé au futur et à la science-fiction. Il suscite déjà des espoirs et du rêve, des débats et parfois des craintes sur une utilisation qui échapperait au contrôle de l'homme. Au quatrième stade, la technologie devient un standard. Elle est acceptée socialement. Elle commence à structurer les usages et les comportements. C'est ce qui se produit au début des années 90, lorsque l'informatique quitte le statut de curiosité domestique pour devenir un outil incontournable qui se confronte avec l'outil professionnel. Elle se démocratise dans les foyers et cesse d'être un objet réservé aux passionnés et aux hobbyistes,
terme utilisé autrefois pour ce qu'on appelle aujourd'hui les geeks. On commence à voir dans les chaumières les mêmes ordinateurs que ceux utilisés au travail. Puis viennent les 5e et 6e stades, ceux de l'ordre du vital et de l'invisibilisation que nous connaissons aujourd'hui. La technologie devient alors si omniprésente qu'elle disparaît de notre champ de conscience. Elle fonctionne en arrière-plan sans attirer l'attention et elle n'est plus perçue qu'en cas de défaillance. La technologie devient alors une norme sociale, puis une infrastructure, et au 7e stade, elle se transforme en environnement. Le philosophe Kurt van Mansvoort qualifie ce 7e stade de naturalisation, non pas au sens philosophique du naturalisme, mais au sens d'un effacement total. La technologie cesse d'être perçue comme un artefact du quotidien pour devenir une évidence du réel, une condition de l'existence contemporaine que l'on ne remet plus en question. La technologie finit par s'intégrer si bien à notre nature profonde qu'elle cesse d'être un objet purement culturel. Elle se confond parfaitement à notre identité de sapiens. Du moins, elle est perçue comme telle. À ce dernier stade, ne pas utiliser la technologie n'est plus un choix, c'est presque une anomalie chromosomique. Et c'est précisément là, au 7e stade, que surviennent des désillusions et doit se jouer une part d'interrogation. Lorsque la technologie atteint ce 7e stade de naturalisation, elle cesse de faire rêver, elle cesse d'être un objet de projection et un espace d'imaginaire. Elle devient une condition imposée, perçue comme inévitable. La pyramide de la technologie permet alors de comprendre que ce que nous avons perdu, ce n'est pas la puissance des machines, mais leur visibilité symbolique, et avec elle une part de notre capacité à s'interroger sur la pertinence du monde technique, au regard des besoins fondamentaux de l'être humain. Dans les années 80, la technologie portait en elle l'utopie de libérer l'individu, de développer ses connaissances, de démocratiser le savoir, de tirer l'humanité vers le haut. Aujourd'hui, nous en percevons les dérives. La dépendance, la surveillance, l'uniformisation. La technologie n'est plus perçue comme une promesse, mais comme une infrastructure incontournable, parfois pesante. L'ordinateur est devenu un outil de travail servant à accomplir des tâches répétitives et peu gratifiantes. Il sert d'interface de connexion imposée au monde réel. Il est devenu le prétexte à une hyper-sollicitation. Ce basculement n'est pas le fruit d'un complot, mais d'une évolution systémique. La plupart des salariés et professions indépendantes utilisent l'ordinateur ou sa version portefeuille, le smartphone, pour communiquer avec le monde du travail, à partir de leur domicile, sans véritable règle d'horaire. La cloison étanche qui existait encore au début des années 90, entre vie privée et activité professionnelle, a fini par s'effondrer. Toutes nos déclarations et formalités administratives transitent dorénavant via l'ordinateur, déclaration d'impôts, facturation électronique, état civil et même dépôt de plainte. Mais aussi nos achats. Le billet de bus ne s'achète plus auprès du conducteur, il s'achète avec le smartphone. Les syndics de copropriété installent dans les immeubles des interphones connectés à nos smartphones et non plus reliés à l'étage de l'immeuble où nous vivons. L'État, les entreprises, les collectivités territoriales, les administrations imposent le sentiment de solitude face à la froideur de l'ordinateur au détriment de la chaleur et de la sincérité humaine. La nature de l'individu, si attachée au concret et à la matière, doit maintenant composer et se satisfaire de la dématérialisation. Certaines entreprises privées exigent la création de comptes virtuels sur Internet pour bénéficier de leurs services, même lorsqu'il s'agit de services sans aucun rapport avec le monde virtuel, comme la recharge de batterie pour les voitures. Les relevés de comptes bancaires ont été dématérialisés ipso facto sans notre consentement express. Les retraits et virements d'argent ne s'effectuent plus au guichet,
Il s'effectue sur Internet après avoir accepté de nouvelles clauses contractuelles imposées au moyen d'un clic. Dans les années 80, l'être humain choisissait la présence d'un ordinateur dans son quotidien. Aujourd'hui, les règles sociales la lui imposent. L'ère du tout digital, annoncée naïvement comme un bienfait supposé simplifier la vie des êtres humains, se fait au prix d'une privation de liberté et d'une perte d'humanité. Le rêve s'est transformé en consommations et habitudes, l'émerveillement en automatisme, la liberté en contrainte. La nostalgie est souvent accusée de falsifier le passé. Elle reposerait davantage sur des sensations et des émotions que des réalités. Et c'est vrai, en grande partie. Mais elle ne se crée pas ex nihilo. Elle se nourrit de nos sensations et sentiments. Elle est révélatrice de nos manques. Ce que nous regrettons, ce n'est pas la lenteur des machines, ce n'est pas leur inconfort, ce n'est pas leur fragilité. Ce que nous regrettons, c'est notre rapport d'antan à la technologie. Une relation faite de curiosité, de liberté, d'effort et de projection. Les ordinateurs des années 80 faisaient rêver non pas parce qu'ils étaient meilleurs, mais parce qu'ils nous plaçaient dans une position moins passive, plus active. Ils exigeaient de nous une participation, un apprentissage, un investissement et de l'imagination. Aujourd'hui, la technologie informatique cherche à tout prévoir et anticiper, à tout contrôler, à tout simplifier, à tout lisser. Elle est omniprésente et s'impose à nous. Et à force de supprimer les contraintes matérielles, les limites et les obstacles, elle a aussi supprimé une partie du manque et du désir. Ce que nous regrettons, ce n'est pas une époque, c'est une expérience sociologique et psychologique. Le sentiment d'exploration, la sensation d'être au seuil de quelque chose d'inconnu, l'impression que la machine pouvait encore nous surprendre, l'idée que la technologie nous aiderait à nous conduire vers cette aspiration profondément ancrée chez l'être humain, la liberté. Peut-être que le véritable enjeu n'est pas de revenir aux ordinateurs du passé, mais de retrouver cette disposition intérieure, celle qui accepte la lenteur, la difficulté, l'incomplétude, mais aussi le choix. Car le rêve et la créativité ne naissent pas de la perfection, ils naissent de ce qui résiste et de l'espoir de le dépasser.